Chapitre 24. Le projet avorté. Maintenant, reprit Kemp en jetant un regard oblique par la fenêtre, qu'est-ce que nous allons faire? Il se rapprocha de son hôte pour éviter que celui-ci pût apercevoir tout à coup les trois hommes qui arrivaient, gravissant avec une intolérable lenteur, lui semblait-il, la pente de la colline. Que aviez-vous l'intention de faire quand vous vous dirigiez vers Port Burdock? Aviez-vous quelque projet? J'y allais pour sortir du pays, mais j'ai modifié mes plans depuis que je vous ai vu. Je pensais qu'il serait sage, maintenant qu'il fait chaud et que je peux rester invisible, de gagner le sud. D'autant plus que mon secret était connu, et que chacun serait aux aguets, à l'affût de l'homme emmitouflé et masqué. Vous avez une ligne de steamer pour la France, mon idée était de m'embarquer ici et de courir les risques du passage. De là, je pourrais aller par le chemin de fer en Espagne, ou même pousser jusqu'en Algérie. Ce ne serait pas difficile. Là, un homme pourrait rester toujours invisible et cependant vivre, sans demeurer inactif. Et je me servais de ce vagabond comme de caisse et de portefeuille jusqu'à ce que j'eusse trouvé le moyen d'envoyer en avant mes livres et mes affaires. Très bien, je comprends. Et alors, il a fallu que cette sale bête essayât de me voler. Il a caché mes livres, Kemp. Caché mes livres. Si je parviens jamais à mettre la main sur lui. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de lui reprendre les livres d'abord. Mais où est-il? Le savez-vous? Il est au poste de police de la ville, enfermé sur sa propre demande dans la cellule la plus forte de l'endroit. Le coquin. Cela vous retarde un peu. Il faut que nous ayons ces livres, ils sont d'un intérêt capital. Certainement. Fit Kemp, qui se demandait, un peu nerveux, s'il n'entendait point des pas au dehors. Certainement, il faut que nous ayons ces livres. Mais cela ne sera pas bien difficile, s'il ne sait pas ce que ces livres représentent pour vous. Non, il ne le sait pas, dit l'homme invisible. Et il se prit à réfléchir. Kemp s'efforçait d'imaginer quelque chose pour renouer la conversation, lorsque Griffin reprit de lui-même. Le fait que je suis tombé ainsi dans votre maison, Kemp, change tous mes plans, car vous êtes, vous, en état de comprendre. Malgré tout ce qui est arrivé, malgré cette publicité, malgré la perte de mes livres et tout ce que j'ai souffert, il ne me reste pas moins la possibilité de faire de grandes choses, des choses énormes. Vous n'avez dit à personne que j'étais ici, demanda-t-il brusquement. Kemp hésita. Cela allait de soi, fit-il. À personne? Insista Griffin. À Anne qui vive. Ah. Eh bien. L'homme invisible se leva et, les poings sur les hanches, il arpenta le cabinet. J'ai fait une sottise, Kemp, une grosse sottise, en entreprenant l'expérience à moi tout seul. J'ai perdu mes forces, du temps, des occasions. Seul. Ah. Qu'un homme est capable de peu de choses. Quelques petits larcins, quelques petites violences, et c'est tout. Ce que je veux, Kemp, c'est quelqu'un pour me soutenir, pour m'aider, et une cachette quelque part où je puisse dormir, manger, me reposer tranquillement et sans être suspecté. Il me faut un allié. Avec un allié, avec le vivre et le repos assuré, il y a 1000 choses que je peux faire. Jusqu'ici, je n'ai marché que sur des données vagues. Nous avons à considérer tout ce que l'invisibilité comporte et ce qu'elle ne comporte point. Elle représente un bien petit avantage pour qui veut écouter aux portes, par exemple, elle ne vous empêche pas de faire du bruit. Un petit avantage, encore, bien petit, enfin, mettons. Dans le vol avec effraction, etc. Une fois que vous m'avez attrapé, vous pouvez m'emprisonner facilement. Oui, mais d'un autre côté, je suis difficile à attraper. En fait, cette invisibilité n'est bonne que dans deux cas, elle est utile pour la fuite, elle l'est aussi pour l'approche. Elle est donc particulièrement utile pour tuer. Je peux faire le tour d'un homme, quelque arme qu'il ait, choisir le point, frapper comme je veux, parer comme je veux, m'esquiver comme je veux. Kemp porta la main à sa moustache. Est-ce qu'on remuait en bas? Tuer, voilà ce que nous avons à faire, Kemp. Voilà ce que nous avons à faire, tuer. Je vous écoute, Griffin, mais je ne dis pas oui, prenez garde. Pourquoi tuer? Pas de meurtre inutile, non, mais un massacre judicieux. La question, la voici, on sait, comme nous le savons nous-mêmes, qu'il existe un homme invisible, et cet homme invisible, Kemp, doit établir maintenant le règne de la terreur.
Oui, sans doute, cela fait frémir, mais je dis bien, le règne de la terreur. Il faut qu'il prenne quelque ville, telle que votre Burdock, la terrifie et y domine. Il faut qu'il donne ses ordres, il peut le faire de 1000 façons, des chiffons de papier passés sous les portes peuvent suffire. Et quiconque désobéit à ses ordres, il doit le tuer, comme aussi quiconque viendrait au secours d'un rebelle. Hum. Fit Kemp, moins attentif au discours de Griffin qu'au bruit de la porte d'entrée, ouverte puis refermée. Il me semble, Griffin, dit-il, pour masquer sa distraction, que votre allié serait dans une position difficile. Personne ne saurait qu'il est mon allié, riposta vivement l'homme invisible, puis, tout à coup, chut. Que se passe-t-il donc en bas? Mais rien, répondit Kemp, en se mettant à parler fort et vite. Je n'ai pas dit oui, Griffin. Entendez-moi bien, je n'ai pas dit oui. Pourquoi rêver de jouer une pareille partie contre sa race? Comment pouvez-vous espérer d'y trouver le bonheur? Ne soyez donc pas un loup solitaire. Publiez vos résultats, mettez le monde, mettez la nation au moins dans votre confidence. Pensez à ce que vous pourriez obtenir avec 1 million d'auxiliaires. L'homme invisible, l'interrompit, le bras étendu. Il y a des pas qui montent. Allons donc. Laissez-moi voir. Et il se dirigea, le bras étendu, vers la porte. Alors les événements se précipitèrent. Kemp hésita une seconde, puis fit un mouvement pour lui barrer la route, l'homme invisible tressaillit, puis demeura immobile. Traître! Cria la voix. Et tout à coup la robe de chambre s'ouvrit, et s'asseyant, Griffin se mit à se dévêtir. Kemp fit rapidement 3 pas vers la porte. Aussitôt l'homme invisible, ses jambes avaient déjà disparu, sauta sur ses pieds en poussant un cri. Kemp ouvrit vivement la porte. À ce moment, on entendit, venant d'en bas, un bruit de voix et de pas pressés. D'un mouvement rapide, Kemp rejeta l'homme invisible en arrière, il fit un bond de côté, referma violemment la porte derrière lui. La clé était en dehors, toute prête. Un moment de plus, et Griffin aurait été seul, prisonnier, dans le cabinet du Belvédère, sans un petit incident, la clé, ce matin, avait été glissée en hâte dans la serrure, Kemp, en tirant brusquement la porte, la fit tomber sur le tapis. Il devint blême. Il se cramponna des 2 mains au bouton de la porte. Un moment, il résista. Puis, la porte bâilla de 6 pouces, mais il put la refermer. La seconde fois, il y eut un écart d'1 pied de large et la robe de chambre apparut, se fourra dans l'ouverture, Kemp fut saisi à la gorge par des doigts invisibles et il lâcha le bouton pour se défendre. Il fut repoussé, renversé d'un croc-en-jambe, lancé lourdement dans un coin du palier. La robe de chambre vide, lui tomba sur la tête. À mi-chemin dans l'escalier se trouvait alors le colonel Addy, le destinataire de la lettre de Kemp, le chef de la police de Burdock. Il demeurait ébahi, frappé de stupeur, à cette vision soudaine, Kemp suivi de cette chose curieuse, extraordinaire, un vêtement vide qui s'agitait en l'air. Il vit Kemp bousculer, puis se remettant sur pied. Il vit Kemp chanceler, se précipiter en avant, tomber de nouveau, s'abattre comme un bœuf. Alors, subitement, il fut, lui aussi, frappé avec violence. Et par personne. Rien. Un poids énorme, à ce qu'il lui sembla, sauta sur lui, on l'empoigna à la gorge, on lui donna du genou dans le ventre et il fut précipité, la tête la première, dans l'escalier. Un pied invisible lui passa sur le dos, le frôlement d'un spectre dégringola les marches, il entendit les 2 agents, dans le vestibule, crier et courir, la porte d'entrée se referma bruyamment. Il se releva tout stupéfait. Il vit Kemp qui descendait en vacillant, couvert de poussière, échevelé, un côté de la figure meurtrie, la lèvre saignante, tenant dans ses bras une robe de chambre rouge et quelques hardes. Mon Dieu, s'écria Kemp. Tout est perdu. Il s'est sauvé. Chapitre 25. La chasse à l'homme invisible. Pendant quelques minutes, Kemp fut incapable de mettre le colonel Addy au courant de ce qui venait de se passer si vite. Ils restaient là, sur le carré, tous les deux. Kemp parlait précipitamment, la défroque ridicule de Griffin toujours sur le bras. Pourtant Addy commença bientôt à saisir quelque chose de la situation. C'est un fou, dit Kemp. C'est une brute. C'est l'égoïsme personnifié. Il ne voit rien que son intérêt propre et son salut.
Il m'a exposé, ce matin, tous ses projets égoïstes et brutaux. Il a blessé des gens, il en tuera d'autres, si nous n'arrivons pas à le prévenir. Il soulèvera une panique. Rien ne peut l'arrêter. Le voilà maintenant lancé, furieux. Il faut l'attraper, déclara le colonel. C'est évident. Oui, mais comment? S'écria Kemp, la tête soudain pleine d'idées. Il faut vous y mettre tout de suite. Il faut y employer tout ce que nous avons d'hommes valides. Il faut l'empêcher de quitter le district, une fois sorti de là, il pourrait courir à travers tout le pays, selon son caprice, tuant l'un, estropiant l'autre. Il rêve je ne sais quel règne de la terreur. De la terreur, je vous dis. Il faut établir une surveillance dans les gares, sur les routes, dans les ports. Il nous faut l'aide de la garnison, vous allez télégraphier pour qu'on nous envoie du renfort. La seule chose qui puisse le retenir ici, c'est le désir de ravoir certains livres de notes qu'il regarde comme très précieux. Je vous parlerai de cela. Il y a un homme au poste, un nommé Marvel. Je sais, je sais. Ces livres, oui. Mais le gaillard dit qu'il ne les a point. Mais l'autre est persuadé qu'il les a. L'autre, il faut que vous l'empêchiez de manger et de dormir, jour et nuit, il faut que tout le pays soit debout contre lui. Il faut que partout les vivres soient mis en sûreté, sous clé. Tous les vivres, pour qu'il soit obligé d'en prendre de force. Il faut que partout les maisons soient barricadées contre lui. C'est le ciel qui nous donne des nuits froides et de la pluie. Il faut que tout le pays se tienne sur pied pour une battue générale. Je vous répète, a dit, que c'est un danger, un fléau, tant qu'il ne sera pas bouclé et en lieu sûr, c'est effrayant de penser à tout ce qui peut arriver. Que pouvons-nous faire de plus, demanda le colonel. Il faut que je descende tout de suite et que je prenne mes mesures. Mais pourquoi ne venez-vous pas? Oui, venez aussi. Nous tiendrons une sorte de conseil de guerre. Prenez Ops pour nous aider, et les employés du chemin de fer. Parbleu. Il y a urgence. Allons, venez, nous causerons en marchant. Que pouvons-nous faire encore? Débarrassez-vous donc de cette robe. Et, là-dessus, Adi ouvrit la marche. En bas, ils trouvèrent la porte d'entrée ouverte, et les agents placés au dehors qui regardaient, ébahis, dans l'air vide. Il est parti, monsieur, dit là. Il faut aller tout de suite au poste central. Que l'un de vous aille chercher une voiture et revienne nous prendre, vivement. Et maintenant, Kemp, quoi encore? Des chiens. Prenez des chiens. Il ne le voit pas, mais il les vante. Prenez des chiens. Parfait. On ne le sait pas en général, mais les gardiens, à la prison de Halstead, dépistent un homme avec des limiers. Des chiens. Et ensuite? Ah. Rappelez-vous que sa nourriture le trahit, après qu'il a mangé, ses aliments sont visibles jusqu'à ce qu'ils soient assimilés. En sorte qu'il a besoin de se cacher quand il a mangé. Il faut faire une battue sans répit. Tous les fourrés, tous les recoins. Et que l'on serre toutes les armes, tous les outils qui peuvent servir d'armes. Il ne peut pas emporter une avec lui bien longtemps. Et tout ce qu'il peut ramasser pour frapper, il faut le cacher. Bon, cela. Oh. Nous l'aurons bientôt. Et, sur les routes, ajouta Kemp. Il hésita. Eh bien? Du verre pilé. C'est cruel, je le sais. Mais songez à ce qu'il peut faire. Adi eut mal l'air entre ses dents. Vilaine chasse, dit-il. Après tout, je ne sais pas. Je vais toujours faire préparer du verre pilé. S'il va trop loin. Cet homme s'est mis hors de l'humanité, je vous dis. Il établira le règne de la terreur dès qu'il aura surmonté l'émotion du péril auquel il vient d'échapper. Je suis sûr comme je suis sûr d'être là et de vous parler. Nous n'avons chance de réussir que si nous prenons les devants. Il s'est retranché lui-même du genre humain, que son sang retombe sur sa tête. Chapitre 26. Le meurtre de Monsieur Wicksteed. Il y a tout lieu de croire que l'homme invisible, lorsqu'il s'élança hors de chez Kemp, était dans un état de fureur aveugle. Un petit enfant, qui jouait près de la porte, fut violemment enlevé de terre et jeté de côté, il eut la cheville brisée et resta quelques heures sans connaissance. Personne ne sait où alla Griffin, ni ce qu'il fit, mais on peut se l'imaginer courant, par cette chaude après-midi de juin,
escala dans la colline, poussant jusqu'à la dune qui s'étend derrière Port Burdock, songeant avec colère, avec désespoir, à son intolérable destinée, et, à la fin, brûlant hélas, cherchant un abri dans les taillis de Huntondéan, pour y rassembler ses idées subversives. C'est là probablement qu'il se réfugia, car c'est là que, vers 2 heures, il affirma son existence par un nouvel attentat. On se demande quel pouvait être alors son état d'esprit et quel projet il roulait dans sa tête. Nul doute qu'il ne fut exaspéré jusqu'à la folie par la trahison de Kemp, et, quoique nous puissions comprendre par quel motif celui-ci en était venu à cette déloyauté, nous pouvons nous figurer aussi, et même ressentir un peu, la fureur que cet essai de surprise dut exciter chez Griffin. Peut-être encore se rappela-t-il ces déboires si étonnants d'Oxford Street, car il avait évidemment compté sur la collaboration de Kemp, lorsqu'il avait formé ce rêve brutal de terroriser le monde. Quoi qu'il en soit, il disparut aux yeux de tous vers midi, et il n'est pas de témoin qui puisse dire ce qu'il fit jusque vers 2h30, heureuse fortune peut-être pour l'humanité, mais pour lui fatale inaction. Pendant ce temps-là, une foule toujours croissante, éparpillée par tout le pays, se mit à sa recherche. Dans la matinée, il n'était encore qu'une légende, un sujet d'effroi. Dans la journée, grâce surtout à une proclamation rédigée par Kemp en termes secs, on se le représenta comme un adversaire tangible, qu'il s'agissait de blesser, de capturer, de vaincre, et tout le pays commença de s'organiser avec une rapidité incroyable. À 2 heures, il aurait encore pu quitter le district en prenant quelques trains, plus tard cela devenait impossible, tous les trains de voyageurs, sur toutes les lignes, dans un grand parallélogramme, de Southampton à Winchester et de Brighton à Horsham, avaient leurs portes fermées à clé, et le trafic des marchandises était presque entièrement suspendu. Dans un rayon de 20 000 autour de Port Burdock, des hommes armés de fusils et de gourdins furent bientôt répartis en groupes de 3 ou 4, avec des chiens, pour battre les routes et les champs. Des agents à cheval galopèrent sur tous les chemins de la contrée, s'arrêtant à chaque cottage, invitant les gens à fermer leurs maisons, à ne pas sortir sans être armés. Toutes les écoles communales furent licenciées à 3 heures, et les enfants effrayés, réunis en bande, rentrèrent chez eux précipitamment. La proclamation de Kemp, signée par le colonel Addy, fut placardée dans presque tout le district vers 4 ou 5 heures. Elle indiquait brièvement, mais clairement, toutes les conditions de la lutte à engager, la nécessité de priver l'homme invisible de nourriture et de sommeil, la nécessité d'une vigilance incessante, et elle recommandait, en outre, une attention alerte à tout ce qui pourrait indiquer les mouvements de l'ennemi. Si rapide, si décidée fut l'action des autorités, si prompte, si universelle fut la croyance à cet être extraordinaire, qu'avant la tombée de la nuit une superficie de plusieurs centaines de milles carrés fut strictement en état de siège. Avant la tombée de la nuit aussi, un frémissement d'horreur se propagea dans toute la population en éveil et nerveuse, de bouche en bouche, et de long en large à travers tout le pays, courait l'histoire du meurtre de M. Wicksteed. Si nous avons raison de supposer que le refuge de l'homme invisible était dans les taillis de Huntondéan, nous devons supposer aussi qu'au début de l'après-midi il fit une sortie, avec un projet qui impliquait l'usage d'une arme. Quel était ce projet, nous ne le savons pas, mais, pour moi du moins, il est évident, d'une évidence écrasante, qu'avant même de rencontrer Wicksteed, il avait en main la tige de fer. Naturellement, nous ne pouvons rien savoir des détails de cette rencontre. Elle advint sur le bord d'une sablonnière, à moins de 200 mètres de la porte principale du parc de Lord Burdock. Le sol piétiné, les blessures nombreuses reçues par M. Wicksteed, sa canne brisée, tout indique une lutte désespérée, mais le motif de l'attaque, si ce n'est pas un accès de frénésie meurtrière, il est impossible de l'imaginer. Vraiment, la version de la folie est à peu près inévitable. M. Wicksteed, intendant de Lord Burdock, était un homme de 45 ou 46 ans, d'apparence et d'habitudes inoffensives, le dernier au monde qui fut capable de provoquer un si terrible adversaire. Il semble que l'homme invisible se soit servi contre lui d'une tige de fer arrachée à une clôture brisée. Il arrêta cet homme qui rentrait paisiblement chez lui pour l'heure du repas, il l'attaqua, il paralysa ses faibles moyens de défense, il lui cassa le bras, il le renversa et lui réduisit la tête en bouillie. Évidemment, il devait avoir, avant de rencontrer sa victime, emprunté cette tige à quelque clôture, il devait la tenir toute prête à la main. 2 détails seulement, en outre de ce qui a déjà été établi, semblent se rapporter à l'affaire. Le premier, c'est que la sablonnière n'était pas sur le chemin que devait suivre M. Wicksteed pour rentrer directement chez lui, mais presque à 200 mètres en dehors. Le second, c'est la déclaration d'une petite fille qui, en allant à la classe du soir, vit le malheureux, trottant, d'une façon particulière,
à travers un champ, dans la direction de la sablonnière. La pantomime de cet enfant suggère l'idée d'un homme poursuivant quelque chose qui fuit devant lui, par terre, et sur quoi il tape à coups redoublés avec sa canne. Elle était la dernière personne qui eût vu Wicksteed vivant. Il n'échappa à ses regards que pour aller à la mort, la lutte ne fut cachée aux yeux de l'enfant que par un bouquet de hêtres et une légère dépression de terrain. Et cela, pour moi du moins, classe décidément le meurtre en dehors des crimes commis sans motif. Il est permis de croire que Griffin avait pris cette tige de fer comme arme, oui, mais sans aucune intention arrêtée de s'en servir pour un assassinat. Wicksteed, en passant, aura remarqué cette tige qui s'agitait dans l'espace d'une façon inexplicable. Ne pensant pas le moins du monde à l'homme invisible, car Port Burdock est à 10 000 de là, il aura poursuivi cette tige. Selon toute vraisemblance, il n'avait pas même entendu parler de l'homme invisible. On peut, dès lors, imaginer celui-ci prenant la fuite pour éviter que l'on ne découvrît sa présence, et Wicksteed, intrigué, s'attachant à la poursuite de cet objet mobile, incompréhensible, et finissant par le frapper. Nul doute que, dans des circonstances ordinaires, l'homme invisible aurait pu facilement distancer le brave homme, un peu alourdi, qui le pourchassait, mais la position où fut trouvé le corps de Wicksteed donne à penser qu'il eut le malheur d'acculer sa proie dans un coin, entre deux touffes d'orties et la sablonnière. Pour qui connaît l'extraordinaire irritabilité de Griffin, le reste de l'aventure est facile à reconstituer. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Les seuls faits incontestables, car on ne peut pas toujours faire grand fond sur les récits des enfants, c'est la découverte du corps de Wicksteed, mort sur le coup, et la découverte de la tige de fer, tachée de sang, jetée au milieu des orties. L'abandon de cette tringle par Griffin fait croire que, dans l'émotion de l'affaire, il renonça au dessein pour lequel il l'avait prise, si tant est qu'il eut un dessein. Certes, il était profondément égoïste et sans entrailles, mais la vue de sa victime, sanglante et pitoyable à ses pieds, peut avoir rouvert en lui une source de remords depuis longtemps contenue, il peut avoir été un moment troublé, quelque plan qu'il eût d'ailleurs adopté. Après le meurtre de Wicksteed, il semblerait avoir pris à travers champs, dans la direction de la dune. On raconte que, vers le coucher du soleil, deux hommes occupés dans un pré pas loin de Fernbottom, entendirent une voix. Cette voix gémissait et riait tour à tour, elle sanglotait, pleurait, puis se reprenait à pousser des cris. Cela devait être bien étrange. Elle approcha en traversant un champ de trèfle, puis elle s'éteignit du côté des collines. Dans l'intervalle, l'homme invisible dut apprendre quelque chose du parti que son ami Kemp avait rapidement tiré de ses confidences. Il aura trouvé, sans doute, des maisons fermées à clé, en sûreté, il aura traîné autour des gares, rôdé autour des auberges, et, sûrement, il aura lu les affiches et se sera fait une idée de la campagne entreprise contre lui. Comme la soirée s'avançait, il vit poindre dans les champs, de ci, de là, des groupes de 3 ou 4 hommes, il entendit l'aboiement des chiens. Ces chasseurs d'hommes avaient des instructions particulières, au cas d'une rencontre avec l'ennemi, sur la façon de se prêter main forte. Mais Griffin les esquiva tous. Il nous est loisible d'imaginer son exaspération, augmentée encore de l'idée que lui-même avait fourni les renseignements dont on faisait l'usage contre lui sans aucun scrupule. Pour ce jour-là, du moins, il perdit courage, pendant près de 24 heures, excepté lorsqu'il se retourna sur Wicksteed, il fut un homme traqué. Pendant la nuit, il dut manger et dormir, car, le matin du jour suivant, il se retrouva lui-même, actif, redoutable, furieux et méchant, tout prêt pour la dernière bataille qu'il devait livrer au monde. Chapitre 27. Le siège de la maison de Camp. Kemp lisait une étrange missive, écrite au crayon sur une feuille de papier graisseuse. « Vous avez été prodigieusement énergique et habile, disait cette lettre, mais je n'arrive pas à comprendre ce que vous avez à y gagner. Vous êtes contre moi. Pendant tout un jour, vous m'avez pourchassé, vous avez essayé de me voler une nuit de sommeil. Malgré vous, j'ai trouvé à manger, malgré vous, j'ai pu dormir, et la partie ne fait que commencer. Oui, la partie ne fait que commencer. D'ailleurs, il n'y a pas à dire, il faut qu'arrive le règne de la terreur, en voici le premier jour. Port Burdock n'est plus sous la domination de la reine, dites-le à votre policier, dites-le à toute la bande, la ville est sous ma domination, à moi, et je suis la terreur. Ce jour est le premier de l'an et de la nouvelle ère, l'ère de l'homme invisible. Je suis invisible premier. Pour débuter, le programme est simple, le premier jour, il y aura une exécution, rien que pour l'exemple, celle d'un nommé Kemp. La mort est en marche, à son adresse, aujourd'hui.
Il peut se cacher, se mettre sous clé, s'entourer de gardiens, revêtir une armure si bon lui semble, la mort invisible approche. Qu'il prenne ses précautions, cela fera d'autant plus d'impression sur mon peuple. La mort partira de la boîte aux lettres à midi. La lettre tombera dans la boîte au moment où arrivera le facteur, et le sort en sera jeté. La partie commence. La mort est en route. N'allez point au secours du coupable, mes amis, de peur que la mort ne s'abatte aussi sur vous. Aujourd'hui Kemp doit mourir. Quand le docteur Kemp eut lu et relu cette lettre. Ce n'est pas une mystification, s'écria-t-il. C'est bien là son style. Et il ne plaisante pas. Il retourna la feuille et, sur l'adresse, il vit le timbre du bureau de Huntondéan, avec ce détail prosaïque, 2 pence à payer. Il se leva lentement, laissant son déjeuner inachevé, la lettre était arrivée par le courrier d'1 heure, et il passa dans son cabinet de travail. Il sonna sa gouvernante et lui donna l'ordre de faire tout de suite le tour de la maison, de vérifier toutes les fenêtres, de fermer tous les volets. Pour ceux de son cabinet, il s'en chargea lui-même. Dans un tiroir fermé à clé, dans sa chambre à coucher, il prit un petit revolver, l'examina soigneusement, et le mit dans la poche de son veston. Il écrivit plusieurs billets, l'un pour le colonel Haddy, et les fit porter par la femme de chambre, en lui donnant des instructions explicites sur la manière dont elle devait sortir de la maison. Il n'y a pas de danger, dit-il, en faisant cette restriction mentale, pas de danger, pour vous? Il demeura songeur, un moment, puis retourna à son déjeuner qui refroidissait. Il mangea avec des distractions. À la fin, il frappa sur la table, nous l'aurons, s'écria-t-il. Et je suis l'amorce. Il ira trop loin. Il monta ensuite au belvédère, en prenant soin de fermer derrière lui toutes les portes. C'est une partie engagée, dit-il, une drôle de partie, mais les chances sont toutes pour moi, monsieur Griffin, quoique vous soyez invisible. Et malgré votre audace. Griffin contre l'univers. Ce serait trop fort. Il se tint debout près de la fenêtre, regardant la côte ensoleillée. Il faut qu'il trouve à manger tous les jours, je ne l'envie pas. A-t-il vraiment dormi, la nuit dernière? Quelque part, en plein air, à l'abri des rencontres. Si nous pouvions avoir un bon temps froid, bien humide, au lieu de chaleur. Il me guette peut-être, en ce moment. Il se mit tout contre la fenêtre. Quelque chose frappa vivement le mur de briques au-dessus du châssis, Kemp sauta en arrière. Je deviens nerveux. Il se passa 5 minutes avant qu'il s'approchât de nouveau. Cela devait être un moineau, dit-il. Tout à coup, il entendit la sonnette de la porte d'entrée, il descendit l'escalier 4 à 4. Il tira les verrous, il tourna la clé dans la serrure, vérifia la chaîne de sûreté, la mit en travers et ouvrit avec précaution, sans se montrer. Une voix familière le salua, c'était Haddy. Votre bonne a été attaquée, Kemp, dit le colonel derrière la porte. Comment? Elle s'est fait prendre la lettre qu'elle portait. Il est tout près d'ici. Laissez-moi entrer. Kemp détacha la chaîne, et Haddy pénétra par un entrebâillement aussi étroit que possible. Il resta dans le vestibule, regardant avec un soulagement infini le maître de maison qui refermait la porte. Il lui a arraché le papier de la main. Il lui a fait d'une peur terrible. Elle est là-bas, au poste. Une attaque de nerfs. Il est tout près d'ici. Que disiez-vous dans cette lettre? Kemp lâcha un juron. Dieu! Que j'ai été bête! J'aurais dû m'en douter. Il n'y a pas 1 heure de marche de Huntondéan jusqu'ici. Déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Venez voir. Dit Kemp, en montrant au colonel le chemin de son cabinet. Il lui tendit la lettre de l'homme invisible. Haddy, l'ayant lue, siffla doucement. Et vous, alors? Je vous proposais un piège à préparer, et, comme un sot, j'ai envoyé mon plan, par ma bonne, à qui? À lui. À son tour, le colonel jura, puis soudain. Il filera. Pas de danger. Le fracas d'un carreau cassé vint du haut de l'escalier. Haddy aperçut l'éclair argenté d'un petit revolver sorti à moitié de la poche de Kemp. C'est une fenêtre, là-haut, dit celui-ci. Et il monta, précédant le colonel. Comme ils étaient encore dans l'escalier, il y eut un second fracas, et,
quand ils arrivèrent au cabinet de travail, ils trouvèrent brisées 2 des 3 fenêtres, le parquet à moitié jonché d'éclats de verre, un gros caillou tombé sur le bureau. Les 2 hommes s'arrêtèrent sur le seuil de la porte, à contempler le saccage. Kemp jura encore. Au même instant, la 3e fenêtre résonna d'un bruit sec comme celui d'un coup de pistolet, la vitre s'étoila, puis finit par s'abattre dans la pièce, brisée en triangles dentelés, en 1000 miettes. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un commencement, répondit Kemp. Il n'y a pas moyen de grimper par ici? Oh. Pas même pour un chat. Il n'y a pas de volet? Non, pas là. Toutes les pièces du bas. Et. Mon Dieu! Un nouveau fracas, puis un bruit sourd de coups frappés sur des planches, en bas. Que le diable l'emporte, s'écria Kemp. Cela doit être. Oui, c'est une des chambres à coucher. Toute la maison y passera. Mais c'est un imbécile, les volets sont fermés, le verre tombera au dehors. Il se coupera les pieds. Une fenêtre encore annonça son désastre. Les 2 hommes étaient sur le palier, perplexes. J'ai une idée, fit Adi. Donnez-moi une canne, n'importe quoi, je vais aller au poste et je lâcherai les limiers sur sa piste. Alors, je crois que nous le tiendrons à notre merci. Une fenêtre encore eut le sort des autres. Vous n'avez pas un revolver? La main de Kemp se porta d'abord à sa poche, puis il hésita. Non, je n'en ai pas, du moins à vous prêter. Je vous le rapporterai. Vous êtes en sûreté ici. Kemp, honteux d'avoir, une seconde, manqué de sincérité, tendit son arme. Maintenant, gagnons la porte, fit le colonel. Comme ils s'arrêtaient dans le vestibule, hésitant, ils entendirent une des fenêtres de la chambre à coucher du premier étage craquer et éclater. Kemp, allant à la porte, se mit en devoir de faire glisser les verrous le plus doucement possible. Il avait la figure un peu plus pâle qu'à l'ordinaire. Tâchez de filer vite, dit-il. À la minute, Adi se trouva sur le seuil, les verrous rentrèrent aussitôt dans les gâches. Il eut un moment d'incertitude, il se trouvait plus à l'aise, le dos à la porte. Puis, la tête haute et se carrant, il descendit les degrés. Il traversa la pelouse. Il approchait de la grille lorsqu'une légère brise sembla courir sur le gazon, quelque chose remua auprès de lui. « Arrêtez-vous un peu » dit une voix. Adi s'arrêta net, la main crispée sur le revolver. « Hein » fit-il, blême et contracté, les nerfs violemment tendus. « Faites-moi le plaisir de retourner à la maison. » dit la voix, d'un ton aussi sec et dur que celui du colonel. « Je regrette » répliqua Adi, un peu enroué subitement. Et il passa la langue sur les lèvres. La voix était, croyait-il, devant lui à gauche. S'il essayait d'une balle. « Où allez-vous » demanda la voix. Les 2 interlocuteurs firent un mouvement rapide, le revolver brilla dans la poche entrebâillée du colonel. Celui-ci renonça à tirer, il réfléchit. « Où je vais » reprit-il lentement. « Cela, c'est mon affaire. » Ces mots étaient encore sur ses lèvres qu'un bras lui entoura le cou, il reçut un genou dans le dos et fut entraîné à la renverse. Il tira son arme gauchement, et fit feu à tout hasard, aussitôt il reçut un coup sur la bouche et le revolver lui fut arraché de la main. Vainement il s'efforça d'empoigner une jambe insaisissable et de se dégager, il tomba en arrière. « Sacré !» fit-il. La voix éclata de rire. « Je vous tuerais tout de suite, prononça-t-elle, si ce n'était perdre une balle. » Adi vit le revolver en l'air, à 6 pieds devant lui, qui le visait. « Alors » demanda-t-il, en se mettant sur son séant. « Levez-vous. » Adi se leva. « Attention » commanda la voix, d'un ton ferme. « N'essayez pas de jouer avec moi. Rappelez-vous que, moi, je vois votre figure, si vous ne voyez pas la mienne. Vous allez retourner à la maison. Mais il ne me laissera pas rentrer. Tant pis. Ce n'est pas à vous que j'ai affaire. » Adi se passa encore la langue sur les lèvres. Détournant ses regards, il vit au loin la mer bleue et sombre sous le soleil de midi, le gazon bien tondu à ses pieds, la blanche falaise, la ville tumultueuse, et, tout à coup, il connut que la vie est bien douce. Ses yeux se reportèrent sur ce petit objet de métal, suspendu entre ciel et terre, à 6 pieds devant lui. « Que faut-il que je fasse » demanda-t-il d'un ton morne. « Comment ? Que faut-il que je fasse, vous n'avez qu'à vous en retourner.
j'essaierai. S'il me laisse rentrer, promettez-vous de ne pas vous jeter sur la porte? Ce n'est pas à vous que j'ai affaire. Kemp, après avoir fait sortir Adi, était remonté bien vite dans son cabinet, rampant au milieu du verre cassé, regardant avec précaution par-dessus le rebord de la fenêtre, il vit le colonel en pourparlers avec l'invisible. Pourquoi ne tire-t-il pas, murmura-t-il. Juste à ce moment le revolver remua un peu, un reflet de soleil vint frapper les yeux de Kemp. De la main celui-ci se fit un abat-jour, et essaya de suivre la direction du rayon qui l'aveuglait. Mais oui, fit-il. Adi lui a remis son revolver. Promettez de ne pas vous jeter sur la porte. Répétait le colonel à ce moment-là. Ne continuez pas une partie gagnée. Retournez à la maison. Je vous dis nettement que je ne promets rien. Adi parut tout à coup avoir pris une décision. Il se dirigea vers la maison, lentement, les mains derrière le dos. Kemp le guettait, fort embarrassé. Le revolver disparut, brilla de nouveau, disparut encore, et, à un examen plus attentif, se révéla sous la forme d'un petit objet sombre qui suivait le colonel. Les choses se passèrent très rapidement. Adi sauta en arrière, se retourna tout d'un trait, voulut saisir le petit objet, le manqua, leva les mains, tomba en avant sur le nez, au-dessus de lui flotta dans l'air un flocon de fumée bleue. Kemp n'entendit pas le bruit du coup tiré. Le colonel se tordit, se souleva sur un bras, retomba en avant et demeura immobile. Un instant, Kemp resta ébahi de la tranquille insouciance dont témoignait l'attitude du colonel. L'après-midi était très chaude et très calme, rien ne semblait remuer dans l'univers qu'un couple de papillons jaunes se pourchassant à travers les arbustes, entre la maison et la grille. Adi restait étendu sur la pelouse, près de la grille. Les stores de toutes les villas, au pied de la colline, étaient baissés, mais, dans un petit pavillon vert, on voyait une tête blanche, sans doute un vieillard endormi. Kemp examina tous les alentours, cherchant des yeux le revolver, plus de revolver. Ses yeux se portèrent sur Adi. La partie commençait bien. Alors, il entendit sonner et frapper à la porte d'entrée. Les coups devinrent pressants. Mais, d'après les ordres de Kemp, les domestiques s'étaient enfermés à clé dans leur chambre. Il y eut ensuite un silence. Kemp s'était assis, l'oreille tendue, il regarda au dehors, avec précaution, par chacune des 3 fenêtres, il alla sur le carré, en haut de l'escalier, là, il écouta, fort inquiet. Armé du tisonnier de sa chambre, il descendit examiner de nouveau la fermeture intérieure des fenêtres du rez-de-chaussée. Tout était en bon état. Il remonta au belvédère. Adi était toujours étendu sans mouvement, au bord de l'allée sablée, comme il était tombé. Sur la route, longeant les villas, Kemp aperçut la femme de chambre et 2 agents. Partout un calme de mort. Les 3 personnes semblaient approcher très lentement. Kemp se demandait ce que pouvait bien faire son ennemi. Tout à coup, il tressaillit, un grand fracas arrivait d'en bas. Après avoir hésité d'abord, il redescendit. Soudain, la maison retentit de coups pesants et d'un bruit de bois volant en éclats. Il entendit un carreau cassé, puis les volets secoués avec un bruit de ferraille. Il tourna la clé et ouvrit la porte de la cuisine. Au même instant, les volets se fendirent, éclatèrent, vinrent tomber à l'intérieur. Il demeura stupéfait. Le châssis de la fenêtre, sauf un croisillon, était encore intact, mais de petites dents de verre subsistaient seules le long du cadre. Les volets avaient été enfoncés avec une hache, et maintenant cette hache s'abattait vigoureusement sur le châssis de la fenêtre et les barres de fer qui la protégeaient. Tout à coup, l'instrument fit un saut de côté et disparut. Kemp vit le revolver au dehors, par terre, dans l'allée, puis cette petite arme sauta en l'air. Lui, battit en retraite. Le coup partit trop tard, mais tout juste, un éclat du bord de la porte qu'il refermait sur lui vola au-dessus de sa tête. Il fit claquer la porte et donna un tour de clé, de l'autre côté, il entendit Griffin rire et crier. Puis ce fut la hache qui reprit sa besogne de destruction. Kemp, debout dans le corridor, essaya de réfléchir. Tout à l'heure, l'homme invisible serait dans la cuisine, la porte ne l'arrêterait pas une minute, et alors? On sonna de nouveau à la porte d'entrée. C'étaient peut-être les agents. Il courut dans le vestibule, détacha la chaîne et tira les verrous, il fit parler la bonne avant d'ôter tout à fait la chaîne de sûreté, 3 personnes se précipitèrent à l'intérieur comme une masse. Kemp se hâta de refermer.
L'homme invisible? S'écria-t-il. Il a un revolver, et encore 2 coups. Il a tué Adi. Il l'a blessé, au moins. Ne l'avez-vous pas vu sur la pelouse? Il est là par terre. Qui cela? Demanda l'un des agents. Adi. Nous sommes venus, expliqua la bonne, par l'allée de derrière. Qu'est-ce que c'est que ce tapage? Interrogea l'autre agent. Il est dans la cuisine, il y sera bientôt. Il a trouvé une hache. Soudain, la maison tout entière retentit des coups frappés par l'homme invisible sur la porte de la cuisine. La bonne regarda fixement vers la cuisine, puis se réfugia dans la salle à manger. Kemp essayait de s'expliquer en phrases entrecoupées. Ils entendirent céder la porte. Par ici, cria Kemp, sortant de sa stupeur. Et il poussa les agents sur le seuil de la salle à manger. Le tisonnier, cria Kemp en se ruant vers le garde-feu. Il tendit à l'un des agents le tisonnier qu'il avait apporté et, à l'autre, celui de la salle à manger. Tout à coup, il sauta en arrière. Oh, fit l'un des agents. Et il plongea en avant, ayant reçu un coup de hache sur son tisonnier. Le revolver tira l'un de ses derniers coups et creva, au mur, un Sidney Cooper de grande valeur. L'autre agent abattit son tisonnier sur la petite arme, comme on assomme une guêpe, il l'envoya rouler par terre. Au premier bruit, la bonne poussa un cri, se dressa hurlante auprès du foyer, puis courut ouvrir les volets, sans doute avec l'intention de s'échapper par la fenêtre. La hache recula dans le corridor et prit position à peu près à 2 pieds du sol. On entendit souffler l'homme invisible. « Écartez-vous tous les deux, dit celui-ci. C'est à Kemp que j'ai affaire. »« Et nous, c'est à vous que nous avons affaire, » répondit le premier agent. Il fit un pas rapide en avant, fourrageant avec son tisonnier dans la direction de la voie. L'homme invisible dut se rejeter en arrière, il alla donner dans le porte-parapluie. Alors, comme l'agent chancelait, ébranlé par la violence même de son coup, la hache le frappa de front, le casque s'enfonça comme du carton, et l'homme alla rouler par terre jusqu'au seuil de la cuisine. L'autre agent, visant derrière la hache avec son tisonnier, atteignit quelque chose de mou qui céda. Il y eut un cri de douleur, et la hache tomba sur le sol. L'agent battit encore le vide et ne rencontra rien, il mit le pied sur la hache et frappa encore. Puis, il se redressa, brandissant son tisonnier, tendant l'oreille, attentif au moindre mouvement. Il entendit la fenêtre de la salle à manger s'ouvrir, et des pas rapides courir à travers la salle. Son camarade se ramassa, se mit sur son séant, avec du sang qui lui coulait entre l'œil et l'oreille. « Où est-il » demanda le blessé. « Je n'en sais rien, mais je l'ai touché. Il est quelque part dans le vestibule, à moins qu'il n'ait filé derrière vous. »« Docteur. »« Monsieur. »« Docteur. » Le second agent essayait de se remettre sur pied. À la fin, il y réussit. Soudain le bruit assourdi de pieds nus se fit entendre vers la cuisine. « Oh là !» cria le premier agent. Et il lança son tisonnier qui alla briser un petit bec de gaz. Il fit mine de poursuivre l'homme invisible dans la cuisine. Puis, croyant mieux faire, il entra dans la salle à manger. « Docteur. » commença-t-il. Et il demeura court. « Le docteur Kemp est un héros. » reprit-il, comme son camarade arrivait pour regarder par-dessus son épaule. La fenêtre de la salle à manger était toute grande ouverte. Ni la femme de chambre n'était là, ni Kemp. L'idée que le second agent eut de Kemp, à ce moment-là, ne fut pas moins brillante. Chapitre 28. Le chasseur chassé. Monsieur est là, le voisin le plus proche de Kemp, dormait dans son pavillon, quand le siège de la maison commença. Il appartenait à la courageuse majorité qui refusa de croire à cette ridicule histoire d'un homme invisible. Sa femme, cependant, il dut à s'en souvenir un peu plus tard, y croyait, elle. Il voulut absolument se promener dans son jardin, comme si de rien n'était, et dans l'après-midi, il alla se reposer comme le font volontiers les gens de son âge. Il s'endormit malgré le bruit des fenêtres brisées, mais il se réveilla en sursaut avec la conviction curieuse qu'il se passait tout de même quelque chose de fâcheux. Il regarda au dehors, dans la direction de la maison de Kemp, il se frotta les yeux et regarda de nouveau. Alors, il mit pied à terre, et s'assit, prêtant l'oreille. Il se dit qu'il avait la berlue. Et pourtant, non, il y avait bien, là, quelque chose d'étrange,
la maison paraissait abandonnée, depuis des mois, à la suite de quelque émeute. Toutes les fenêtres étaient brisées, et à toutes, sauf à celle du belvédère, les volets intérieurs étaient clos. Je jurerais bien que tout était comme à l'ordinaire, il tira sa montre, il y a seulement 20 minutes. Il entendit des secousses régulières, puis un bruit de carreaux cassés. Alors, comme il était là, bouche bée, arriva une chose encore plus étonnante. Les volets de la salle à manger s'ouvrirent brusquement et la femme de chambre apparut, en chapeau, faisant des efforts désespérés pour soulever le châssis. Soudain, un homme se montra derrière elle et vint à son aide, c'était le docteur Kemp. Et, tout de suite, la fenêtre ouverte, la femme de chambre se glissa péniblement au dehors, elle se lança en avant et disparut au milieu des arbustes. Monsieur est là, devant ce spectacle extraordinaire, se leva en poussant des exclamations de surprise. Il vit Kemp lui-même se dresser sur le rebord, sauter de là et reparaître aussitôt, courant tout le long d'une allée, entre les massifs, et se baissant comme un homme qui tient à ne pas être vu. Il s'éclipsa derrière un cytise et reparut franchissant une haie qui donnait sur la dune. En une seconde, il avait passé par-dessus et repris sa course, à une allure folle, dévalant la pente dans la direction de Monsieur Ella. « Seigneur !» s'écria celui-ci, frappé d'une idée soudaine, c'est cet animal d'homme invisible. Si c'était vrai, pourtant. Pour Monsieur Ella, penser à des choses pareilles et agir, c'était tout un. Sa cuisinière, qui l'observait de la fenêtre du haut, fut surprise de le voir, très agité, qui revenait vers la maison à une bonne vitesse de 9000 à l'heure. On entendit des portes claquer, des sonnettes retentir, et Monsieur Ella beugler comme un veau. Fermez les portes. Fermez les fenêtres. Fermez tout. Voilà l'homme invisible qui arrive. Aussitôt la maison s'emplit de cris, d'ordres, de pas précipités. Monsieur Ella courut en personne fermer les fenêtres à la française qui ouvraient sur la véranda. Juste à ce moment, apparurent au-dessus de la clôture du jardin la tête, les épaules, puis le genou de Kemp. Une minute après, celui-ci, s'étant frayé un chemin à travers les asperges, accourait par le terrain vers la maison. « Vous n'entrerez pas !» cria Monsieur Ella en poussant les verrous. « S'il est à vos trousses, j'en suis bien fâché, mais vous n'entrerez pas. » Kemp, avec un visage de terreur, apparut tout contre le carreau, frappa, secoua comme un fou la fenêtre à la française. Voyant ses efforts inutiles, il courut le long de la véranda, sauta, heurta du marteau à la porte de service. Il fit le tour ensuite, jusque devant la maison, puis reprit le chemin de la colline. Monsieur Ella, regardant de sa fenêtre, l'épouvante sur le visage, avait à peine vu disparaître Kemp que son carré d'asperges fut de nouveau piétiné dans la même direction, par des pieds que l'on ne voyait pas. Alors, Monsieur Ella monta précipitamment au premier étage, la suite de la chasse lui échappa. Mais, comme il passait devant la fenêtre de l'escalier, il entendit claquer la petite porte du jardin. Émergeant sur le chemin de la colline, Kemp se mit naturellement à redescendre vers la ville. Il en était à suivre lui-même exactement le parcours que, du haut de son belvédère, et d'un œil si attentif, il avait vu suivre à Marvel, 4 jours auparavant. Il courait bien, pour un homme non entraîné. Quoique son visage fût blême et ruisselant de sueur, il conservait son sang-froid. Il courait à larges enjambées, et, chaque fois qu'il y avait un passage difficile, que le terrain se faisait inégal ou caillouteux, ou qu'un morceau de verre cassé brillait sur le sol, il passait dessus, laissant l'homme invisible, qui le poursuivait nu-pieds, prendre la direction qu'il voudrait. Pour la première fois de sa vie, Kemp s'aperçut que ce chemin était prodigieusement long et désert, et que les maisons du faubourg, au pied de la colline, étaient extrêmement éloignées. Jamais il ne s'était avisé que la course fût un moyen de locomotion si lent et si pénible. Toutes les petites villas, endormies au soleil de l'après-midi, semblaient fermées, barricadées. Sans doute, elles étaient fermées et barricadées d'après ses propres ordres, mais enfin, elles auraient bien pu garder un œil ouvert sur le dehors, en prévision d'un cas pareil. La ville se dressait devant lui maintenant, au-delà, derrière elle, la mer avait disparu, des gens remuaient là-bas. Un tramway arrivait juste au pied de la colline. Plus loin, c'était le poste de police. Mais était-ce des pas qu'il entendait derrière lui? Serait-il rattrapé? Les gens, là-bas, regardaient obstinément de son côté, une ou deux personnes se mirent à courir, son haleine faisait un bruit de scie dans sa gorge. Le tramway était tout près maintenant, et les joyeux joueurs de cricket verrouillaient leurs portes avec bruit. Derrière le tramway, des poteaux et des tas de sable,
des travaux de voirie. Kemp, une seconde, eut l'idée de sauter dans le tramway et de s'y enfermer. Puis il résolut d'aller jusqu'au poste de police. Un moment après, il avait passé devant la porte des joyeux joueurs de cricket, il était au bout de la rue, avec des êtres humains autour de lui. Le cocher du tramway et son aide, stupéfaits de sa précipitation fiévreuse, étaient là, debout, avec les chevaux dételés. Plus loin, des terrassiers montraient aussi, au-dessus des tas de sable, leurs figures étonnées. Kemp ralentit un peu sa course, il entendit le pas rapide de l'ennemi et, de nouveau, bondit en avant. L'homme invisible? Cria-t-il au terrassier avec un geste vague. Et, par une inspiration soudaine, il franchit la tranchée et mit ainsi un groupe animé entre lui et l'autre. Alors, abandonnant l'idée du poste, il tourna dans une petite rue latérale, passa contre une charrette de légumes, hésita un dixième de seconde à la porte d'un confiseur, puis se dirigea vers l'entrée d'une ruelle qui revenait en arrière, à la Grand-Rue. 2 ou 3 petits enfants jouaient là, à sa vue, ils poussèrent des cris et se dispersèrent en hâte, et tout aussitôt, des fenêtres et des portes s'ouvrirent, des mamans émues montrèrent la qualité de leur cœur. Kemp retomba donc dans la grande rue, à 300 mètres de la ligne du tramway, et là il entendit des vociférations, des gens qui couraient. Il jeta un regard vers le haut de la rue, du côté de la colline. À 25 pas à peine, un énorme terrassier courait, jetant des jurons entrecoupés, frappant à tort et à travers avec une bêche. Sur ses talons venait le conducteur du tramway, les poings serrés. D'autres suivaient, poussant des cris, distribuant des coups. Dans le bas de la rue, dans la direction de la ville, des hommes et des femmes couraient aussi. Kemp remarqua nettement un ouvrier qui sortait d'une boutique, un bâton à la main. « Au large! Au large !» cria quelqu'un. Kemp, alors, comprit que la chasse avait changé. Il s'arrêta, il regarda autour de lui, haletant. « Il est tout près d'ici !» cria-t-il. « Barrez la rue !» Il reçut un violent coup au-dessus de l'oreille, et chancela en faisant effort pour se retourner vers l'adversaire qu'il n'avait pas vu. Il parvint tout juste à reprendre son équilibre, il riposta, mais dans le vide. Puis, il fut atteint de nouveau sous la mâchoire et s'étala tout de son long. Une seconde après, un genou lui écrasait la poitrine, et 2 mains furieuses lui étreignirent la gorge, mais l'une avec moins de force que l'autre. Il saisit les poignets, il entendit l'assaillant pousser un cri de douleur, puis, la bêche du terrassier vint tournoyer en l'air au-dessus de lui et s'abattit sur quelque chose avec un bruit sourd. La main qui lui serrait la gorge se relâcha tout à coup, et, d'un effort convulsif, Kemp put se dégager, saisit une épaule molle et roula sur son adversaire. Il maintint contre le sol des coudes qu'il ne voyait pas. « Je le tiens !» hurla-t-il. « Au secours ! Au secours ! Tenez-le ! Il est par terre ! Prenez-lui les pieds !» Aussitôt on se précipita, tous à la fois, sur les 2 lutteurs. Un étranger, survenu à l'improviste, aurait pu croire qu'il se jouait là une partie exceptionnellement acharnée de football. On n'entendit plus rien, d'ailleurs, après le cri de Kemp, qu'un bruit de coups, de piétinements, et un souffle pénible. Après un effort suprême, l'homme invisible se releva, chancelant. Kemp lui sauta à la tête, comme les chiens font au cerf, et une douzaine de mains empoignèrent et déchirèrent l'ennemi dans le vide. Le conducteur du tramway prit le coup et le renversa en arrière. Un groupe confus d'hommes aux prises roula par terre de nouveau. Il y eut alors, j'en ai peur, quelques coups de pied terribles, puis, soudain, on entendit un cri désespéré, « Grâce ! Grâce !» qui se perdit tout de suite en un râle de suffocation. « Arrière ! Imbécile !» fit la voix assourdie de Kemp. Il y eut une vigoureuse reculade de formes athlétiques. « Il est blessé, vous dis-je. Écartez-vous. » Il y eut un moment de lutte pour dégager un petit espace. Puis un cercle de visages impatients vit le docteur agenouillé en l'air, semblait-il, à 15 pouces au-dessus du sol, et maintenant contre terre des bras que l'on ne voyait pas. Derrière lui, un agent serrait des chevilles également invisibles. « Ne le lâchez pas !» criait le gros terrassier, tenant toujours sa bêche tachée de sang. « Il fait semblant. » « Non, il ne fait pas semblant, » dit le docteur, en soulevant avec précaution son genou, « je me charge de le tenir. » Le docteur avait la figure toute meurtrie, et qui déjà devenait rouge. Il parlait difficilement, gêné par sa lèvre qui saignait. Il lâcha une main et parut tâter la figure.
La bouche est toute mouillée, dit-il. Bon Dieu. Il se redressa brusquement, puis s'agenouilla par terre, auprès du corps invisible. Il y eut une poussée, une bousculade, un bruit de pas lourds, une foule de nouveaux venus augmentait encore la presse. Les gens sortaient des maisons. Les portes de l'auberge furent en un clin d'œil toutes grandes ouvertes. On ne parlait presque plus. Kemp tâtait çà et là, sa main semblait se mouvoir dans l'air vide. Il ne respire plus. Je ne sens plus son cœur. Son flanc. Diable. Une vieille femme, qui regardait par-dessous le bras du gros terrassier, poussa un cri aigu. Voyez donc là. Elle tendait son doigt tout ridé. En regardant à l'endroit qu'elle désignait, chacun vit, légère et transparente, comme si elle eût été faite de verre, de sorte que veines et artères, os et nerfs pussent être distingués, une main molle et tombante, elle sembla se couvrir d'un nuage et devenir opaque sous leurs yeux. Attention! Cria l'agent. Voici que le pied commence à apparaître. Ainsi, lentement, commençant par les mains et les pieds, gagnant doucement le long des membres jusqu'aux organes vitaux, s'opéra cette étrange transformation, ce retour à l'état de substance visible. C'était comme la lente invasion d'un poison. D'abord, les veines blanches, traçant l'esquisse vaporeuse et grisâtre d'un membre, puis les os transparents et le réseau compliqué des artères, puis, la chair et la peau, vagues, à peine distinctes, devenant rapidement solides et opaques. Bientôt on put voir la poitrine défoncée, les épaules et le contour incertain de la face démantibulée. Enfin, quand la foule en s'écartant permit à Kemp de se relever, on vit, gisant par terre, nu et lamentable, le corps meurtri et brisé d'un homme de 30 ans à peu près. Ses cheveux, ses sourcils étaient blancs, non pas blanchis par l'âge, mais blancs de la blancheur des albinos, ses yeux étaient rouges comme des grenats. Ses mains étaient fermées, ses yeux grands ouverts, avec une expression de colère et de désespoir. « Couvrez-lui la figure !» cria quelqu'un. « Pour l'amour de Dieu, qu'on lui couvre la figure !» Des joyeux joueurs de cricket, on apporta un drap, puis, l'en ayant recouvert, on l'emporta dans l'auberge. Et il était là, sur un lit sordide, dans une chambre vulgaire et mal éclairée, au milieu d'une foule ignorante et bruyante, brisé, blessé, trahi, sans que personne le prît en pitié, ce Griffin, le premier homme qui se soit rendu invisible, Griffin, le physicien le mieux doué que le monde ait jamais eu, il avait achevé, dans une catastrophe inouïe, son étrange et terrible carrière. Chapitre 29. Épilogue. Ainsi finit l'expérience, non moins bizarre que criminelle, de l'homme invisible. Si vous voulez en savoir davantage sur son compte, il faut aller à une petite auberge, auprès de Portstow, et parler au patron. Sur l'enseigne, on ne voit que des bottes et un chapeau, avec cette inscription. À l'homme invisible. Le patron est un petit homme, court et gros, avec un nez proéminent de forme cylindrique, des cheveux en baguette de tambour, la figure rose comme du corail. Buvez généreusement, et il vous racontera généreusement, lui, tout ce qui lui advint après l'affaire, et comment les gens de loi essayèrent de lui, carotter, l'argent trouvé dans ses poches. Quand ils reconnurent qu'ils ne pouvaient pas établir à qui était l'argent, je veux être pendu, répéta-t-il, s'ils n'ont pas voulu me faire passer pour un trouveur de trésors. Voyons, est-ce que j'ai l'air d'un trouveur de trésors? Puis, un monsieur me donna une guinée, certain soir, pour raconter l'histoire au café-concert de l'Empire. Et, si vous éprouvez le besoin d'interrompre brusquement le cours de ses souvenirs, cela vous sera toujours facile, demandez-lui s'il n'était pas question, dans son histoire, de 3 manuscrits. Il reconnaît qu'il en était question, en effet, et il explique, avec des protestations, que tout le monde croit qu'il les a. Mais, bon Dieu! Il ne les a pas, l'homme invisible les a pris, pour les cacher, au moment où je l'ai quitté, m'enfuyant vers Portstow. C'est monsieur Kemp qui a mis dans la tête des gens que je les avais. Il tombe alors en méditation, il vous observe furtivement, remue des verres avec impatience et bientôt quitte le comptoir. Il est garçon, ses goûts furent toujours en faveur du célibat, et il n'y a pas de femme dans la maison. Par-dessus, son habit est boutonné, comme il convient, mais, pour ses dessous intimes, en fait de bretelles, par exemple, il a conservé l'habitude des ficelles. Il dirige son établissement sans esprit d'initiative, mais avec une dignité parfaite. Ses mouvements sont mesurés, c'est un penseur. Il a dans le village une réputation de sagesse et de respectable économie. Pour sa connaissance des routes dans le sud de l'Angleterre, il rendrait des points à Cobbett lui-même.
Le dimanche matin, tous les dimanches matins, tout le long de l'année, tandis que l'auberge est fermée au monde, et de même tous les soirs, après 10 heures, il va dans le salon, avec un verre de gin légèrement coupé d'eau et, l'ayant posé, il ferme à clé la porte, il examine les stores, il regarde sous la table, puis, une fois assuré d'être seul, il ouvre le buffet, un tiroir de ce buffet, une boîte dans ce tiroir. Il en extrait 3 volumes reliés en cuir brun, il les place avec gravité au milieu de la table. Les plats sont usés par le temps et tachés de teinte verdâtre, car, une fois, ils ont séjourné dans un fossé, et quelques pages ont été brouillées par de l'eau sale. Le patron s'assied dans un fauteuil, bourre lentement sa longue pipe de terre, sans perdre des yeux un seul instant ses volumes. Puis, il en met un devant lui et commence à l'étudier, tournant et retournant les feuillets. Il a les sourcils froncés, il remue les lèvres avec effort. Un X, un petit en l'air, une croix, puis, va te faire fiche. Ah! Seigneur! Quel homme c'était pour l'intelligence! Bientôt, il lâche le livre, et se renverse en arrière. En clignant des yeux, il regarde à travers la fumée de sa pipe, à l'autre bout de la salle, des choses invisibles pour tout autre que lui. C'est plein de secrets, ça, dit-il, de secrets merveilleux. Si jamais j'en connais le fin mot. Seigneur. Oh. Je ne voudrais pas faire ce qu'il a fait. Je voudrais seulement, oui. Alors, il tire une bouffée de sa pipe, il glisse dans un rêve, le rêve éternel et merveilleux de sa vie. Et, quoique le docteur Kemp ait cherché sans relâche de tous côtés, aucun être humain, en dehors de l'aubergiste, ne sait que les livres sont là, contenant le subtil secret de l'invisibilité avec une douzaine d'autres non moins étranges. Personne n'en saura rien jusqu'à sa mort.